Bonjour à tous et à tous, merci d'être venus à cette plénière d'ouverture. Je suppose qu'il y en a pas mal d'entre vous en fait qui sont venus en taxi, voire en Uber. Ça tombe bien parce que c'est le sujet en fait de ce matin. Un sujet qui inquiète beaucoup de décideurs et de chefs d'entreprise, à savoir comment éviter de se faire ubériser. Je suis Stojanovic Nebojša, ex-CTO en fait de Meilleur Taux et de PrestaShop, CTO de Prism aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a... Quelqu'un pourrait mettre juste l'écran pour la présentation, s'il vous plaît? Bon, on l'a pas, c'est pas grave. Ah, parfait. Donc pour les tweetos, là vous avez en fait tous les hashtags et tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir tweeter au maximum. Je vous laisse noter un petit peu. Alors, tout le monde a peur de se faire ubériser. C'est ce que disait il n'y a pas très longtemps en fait Monsieur Maurice Lévy, en rajoutant on a peur de se faire ubériser, de se réveiller le matin et pour s'apercevoir en fait que son business a totalement disparu. Personnellement, voilà, Uber, c'est réellement en fait la peur des patrons aujourd'hui. C'est ce qui quelque part en fait les empêche de dormir. Mais pour cette plénière, nous avons voulu nous concentrer en fait nos propos et nos témoignages de manière à réagir face finalement à ce qu'on appelle en marketing la menace du nouvel arrivant, du nouvel entrant. Ces nouveaux entrants qui arrivent avec un modèle qui apporte en fait un certain nombre de services complémentaires qui sont quelque part en fait des lacunes en fait de business déjà existants qu'ils ont pu remarquer, voir et mettre en œuvre. Personnellement, moi je suis un frustré du taxi. Ça fait quelques années en fait que je pratique. Et puis je me suis engueulé plusieurs fois avec les taxis. En fait, ils sont restés sur leur laurier. Là où Uber a un petit peu en fait réussi à dépoussiérer tout ça, c'est qu'ils ont apporté en fait du service complémentaire. Je peux voir en fait à quel moment mon Uber va arriver. Je peux voir, je suis accueilli en fait avec le sourire dans une voiture en fait qui est propre, contrairement à ce qu'on peut retrouver en fait sur les taxis. Et une tonne de petites choses en fait comme ça ont été rajoutées les unes derrière les autres qui ont fait que aujourd'hui je prends plus facilement en fait un Uber. Je parle pas de Uber Pop, on parle vraiment du VT6 pur et dur, plutôt que de passer par un taxi classique. Alors, pour en parler, en fait, nous recevons aujourd'hui des personnes autour de cette table prestigieuse. Frédéric Aguettant, qui est le CEO de Delipass. Paul Chopin de Janvry, qui est le Head of Communication de chez Groupon, France et Belgique, si je ne dis pas de bêtises. Louis-Alexandre Tachon, responsable web et fidélité en fait chez Nicolas. Yacine Hachem, qui est le e-commerce project director de chez du groupe Accor Hotel. Et Marie-Laure Leclerc de Souza, EMEA Regional Director de chez JLL. J'ai pas un truc, pardon. Alors, laissez-moi juste. Donc, on va commencer en fait par Frédéric Aguettant, qui est à ma droite. Vous avez toujours travaillé en fait dans l'aviation d'affaires, fondé ou repris pas mal de compagnies d'hélicoptères. Et en 2014, attiré par les nouvelles tendances du marché du tourisme et d'Internet, vous décidez de créer Helipass.com. Le Booking.com de l'hélicoptère de loisirs est devenu la première plateforme de vente de réservation en ligne d'activités touristiques d'hélicoptères, avec plus de 35 destinations. Pourquoi et comment avez-vous créé cette plateforme ? Bonjour. En fait, on est parti d'un constat que l'activité touristique hélicoptère dans le monde était assez connue sur le marché américain et complètement inconnue sur le reste du monde. C'est un marché d'à peu près 1 milliard d'euros.
donc assez conséquent pour un marché de niche. Et aujourd'hui, on pouvait acheter éventuellement en ligne un vol touristique, mais pas le réserver. Donc on a mis en place un système de booking dédié à ce marché-là, très exactement, pour pouvoir pousser ce type d'offre et répondre à une mutation de l'industrie de l'hélicoptère, qui est une industrie peu connue, qui travaille plutôt sur des marchés militaires, plutôt sur des marchés de grosses industries, le pétrole, ou des marchés de santé, mais pas du tout sur de l'activité touristique. Donc on a lancé ça, développé ça, et en 1 an et demi, on a pris une bonne croissance, puisqu'on a plus de 10 000 passagers, 15 000 passagers déjà passés. Et ensuite, on a fait des tests, juste pour reprendre, de l'ubérisation. Nous, on a inventé Ubercopter, et on s'est rapproché d'Uber, et on l'a mis en œuvre, et on le teste toujours aujourd'hui, et c'est plutôt un succès. Voilà. D'accord. Vous et au niveau en fait du service client, vous avez fait quoi exactement? Parce que vous faites appel en fait à un certain nombre de prestations externes. Ouais, nous, on est une start-up, mais on est des vieux dans une start-up, parce que j'ai 48 ans. Mais ce qu'on voulait, c'était garder... on connaît le client, parce qu'on était dans des activités traditionnelles, et on n'était pas des gens du web. Donc on a vraiment les pieds dans l'activité au quotidien, avec des humains, avec des clients, avec des fournisseurs. Et ce qu'on a voulu faire, c'est passer du côté du web avec toute cette expérience. Et nos bureaux, par exemple, au lieu d'être dans un centre tertiaire, etc., ils sont directement sur l'héliport de Paris. Ce qui nous permet d'avoir une sorte de laboratoire à l'héliport directement, où on fait les tours de Paris, et on peut voir les passagers toute la journée. Donc on sait comment interagir avec eux, on les écoute, on regarde leur attente, on leur propose des choses, et après on les applique auprès de tous nos partenaires dans le monde entier. Donc on a une vraie relation quotidienne. Ok. Et l'expérience client dans tout ça? C'est compliqué, on en parle beaucoup sur Internet, ça doit être une expérience dès que vous êtes sur votre site. C'est compliqué à mettre en place. Il y a des outils qui existent, qui sont très théoriques pour l'instant. On essaye de les mettre en place au fur et à mesure. Ce qu'on fait, c'est qu'on revient du terrain tout le temps et on ramène sur le terrain ensuite. D'accord. Et au niveau en fait des outils que vous fournissez, je veux dire aujourd'hui, vous avez quand même une population en face qui n'est pas adepte des nouvelles technologies. Comment vous les formez? Qu'est-ce que vous faites exactement en fait derrière pour pouvoir les amener en fait finalement sur le côté digital? Alors si on parle des partenaires hélicoptères, oui. Effectivement, ils sont tournés plus sur leurs opérations aériennes, c'est-à-dire la gestion des pilotes, la gestion de la maintenance, la mise en œuvre des appareils, des hélicoptères. Donc ça, c'est d'énormes contraintes. Mais comme ils utilisent déjà Internet à titre personnel, ils comprennent ce que l'on fait. Et quand on leur dit qu'on est le booking.com de l'hélico, ça fait du sens chez eux. D'accord. Et donc, votre société est rentable maintenant On s'est créé en février 2014 et le premier exercice était rentable. Tout le monde est payé, on est rentable. Le deuxième exercice cette année, on double le chiffre d'affaires et on conserve notre rentabilité. Donc finalement, vous avez fait en sorte d'attirer des clients par une offre abordable, avec une offre faite de prestataires de qualité, le tout avec un service irréprochable. Tout le monde dans la salle finalement est capable de le faire. C'est pas ça. Notre premier distributeur était vente privée. On a cherché des sentiers autres que des ventes traditionnelles sur Internet. Le site vend en ligne. Comment vous voulez que votre site créé il y a 15 jours soit capable de vendre en grand nombre? Donc on a trouvé des partenaires distributeurs. Le premier a été vente privée parce que pour nous c'était un partenaire stratégique de qualité qui allait mettre en avant notre image de marque. Et quand on discute avec eux, avec un des fondateurs, il dit, tu sais, on était déjà les rois du second marché, quelque part de la vente de produits discount à la main dans le sentier. Après, on a créé du web, on a failli mourir 100 fois, mais on a réussi. Nous, on connaissait notre marché. On connaissait exactement notre marché. On l'a juste digitalisé pour aller plus vite. C'est tout. Donc chacun peut le faire dans son métier. Vous avez un métier traditionnel, ici autour de la table il y a des gens qui ont des métiers traditionnels et qui le digitalisent. Je pense que tout le monde peut le faire. Il faut être juste certain de vers où on va, quelle vision on a
et surtout s'occuper du client. Bien souvent, le client, c'est le prétexte pour faire des choses jolies. La réalité, c'est que le client, c'est le nerf de la guerre. Ça doit être au centre de toutes vos discussions pour le web. Et parlez-nous un petit peu, en fait, un peu plus de cette expérience Ubercopter. Comment ça s'est passé concrètement? Je veux dire, aujourd'hui, on sait qu'Uber vient en concurrence, en fait, des taxis. Voilà. Là, aujourd'hui, vous avez fait un partenariat, en fait, avec Uber sur une session très particulière, puisque c'était au Festival de Cannes. Exactement, oui. Je pense qu'Uber ne vient pas en concurrence. Uber, le mot à la mode, il disrupte le marché. Grâce à Uber, vous pouvez aujourd'hui prendre un taxi traditionnel et vous apercevez que le chauffeur est gentil, sa voiture est propre. Il a fait des efforts parce qu'il s'est rendu compte. Donc je pense qu'Uber aussi a été profitable à l'ensemble du marché. Après, on peut contester les méthodes, les machins, c'est pas le sujet. Si vous prenez de la hauteur, Uber a organisé le marché, nous a obligés à nous remettre en cause. Et chez Elipass, on voulait tester des choses. Uber, c'était une bonne occasion pour nous d'avoir un coup d'éclairage. C'était une bonne occasion de rencontrer des gens rapides et agiles, et puis d'essayer de faire quelque chose. Donc on a inventé Ubercopter, on leur a proposé, on a discuté avec eux. Eux avaient besoin de points forts sur la Côte d'Azur. Il y avait le Festival de Cannes, super médiatique. Donc on a dit, ok, on va faire des transferts Nice-Cannes en hélicoptère. Ça existe déjà, hein. On a des opérateurs hélicoptères avec qui on travaille, sauf qu'on ne l'avait pas ubérisé, c'est-à-dire tout de suite. Donc on l'a mis en place. On est parti du principe que ça faisait une super image pour Uber, super image pour Elipass. On a fait un film, nos deux logos côte à côte, donc on est sur un pied d'égalité. Uber a dit, si on fait 150 passagers, 100 passagers, on est champion du monde. Nous, on a dit on va faire une centaine. Au bout de 7 jours, on avait fait 400 passagers. On avait plus d'1 million d'impressions sur Internet, genre Paris Hilton qui nous retweet. Vous imaginez l'audience. Et on a gagné de l'argent. Uber et nous. On est devenu un des 5 meilleurs événements mondiaux d'Uber. Et aujourd'hui, on continue à le tester. On ne sait pas si ça restera tout le temps, mais en tout cas, sur des événements ponctuels, on le fait. Ça a amélioré notre image. Les investisseurs, parce qu'on est en pleine levée de fonds, s'intéressent à nous. On s'est aperçu qu'on pouvait ubériser un système. On n'a pas eu peur de le faire. Et Uber, on a eu la chance, nous a fait confiance là-dessus. Et on continue à discuter avec eux. Voilà. Merci Frédéric. On va essayer d'en savoir un peu plus sur les plateformes avec Paul Chopin de Janvry. Après 10 ans en communication dans le secteur du e-commerce, eBay puis 2 fois moins cher, vous prenez naturellement en fait en charge la communication de Groupon à son arrivée sur le marché en 2011. Comment fait-on pour adapter un modèle américain à la France? Y a-t-il une exception française? Une exception française, oui, il y en a. On a eu beaucoup de questions à l'arrivée de Groupon. À l'origine, on opérait sous le nom de CityDeal, qui était une copie de Groupon et qui préparait un peu l'arrivée. Et on a commencé à tester le modèle. Groupon est né il y a 5 ans, donc on est très jeune en France. Le premier deal, c'est un restaurant, 16 acheteurs. Voilà, c'est un début. Personne ne connaissait le modèle. Il est arrivé de manière assez nouvelle. On connaissait les achats groupés il y a très longtemps, mais là, il était revenu à la sauce médias sociaux et push marketing. Et on a lancé le modèle avec tout d'abord pas mal de partenaires à Paris, dont Elipass, qui était un des partenaires historiques, puisque vente privée d'abord, CityDeal ensuite. On a travaillé sur ce secteur. Donc Groupon, on va proposer à des partenaires locaux de services de faire leur publicité sur Internet et d'aller recruter des clients. Un recrutement qui se fait non pas sur un modèle publicitaire simple, mais vraiment sur l'acquisition d'une clientèle, c'est-à-dire qu'il ne paye une commission que sur le client qui va passer la porte de l'établissement et qui va venir découvrir le produit. Ça, c'est un peu le modèle un peu différent. Et il a fallu aller l'expliquer à des professionnels. Quand on rentre dans un restaurant, ils étaient habitués à voir Page Jaune, Paris Boom Boom, peut-être d'autres sites. Il a fallu leur expliquer notre modèle. Tout d'abord, accorder une belle réduction, parce que c'est le modèle Groupon. Et ensuite, leur expliquer que c'était un investissement qu'ils allaient faire et ensuite un retour sur investissement. Et on parlait de stratégie d'acquisition. Donc, quand on vient du web, c'est assez simple. Quand on est dans le secteur de la beauté, quand on est dans tous les secteurs, c'est plus compliqué.
La chance qu'on a eue en France, c'est de rencontrer des professionnels dans chacun de leurs secteurs. Typiquement, dans l'aviation et dans l'hélicoptère, on a beaucoup travaillé avec Elipass pour justement comprendre tous ces freins et tous ces problèmes qu'il pouvait y avoir. La réservation, c'est un des points clés, puisque quand on envoie plusieurs centaines de clients, il ne faut pas qu'ils réservent tous le week-end qui intéresse où il fait beau. Il faut pouvoir mettre en place un système. Excusez-moi, et comment on les éduque au final, ces clients professionnels? Parce qu'au début, ils n'ont pas de connaissances, je veux dire, du digital. D'abord, on forme des équipes commerciales à les accompagner, on forme des équipes à les accompagner au quotidien, on leur explique les choses et on va leur donner des outils et on va essayer de répondre à ces outils. En France, on est un des premiers sites à avoir, de premières plateformes à avoir mis en place un outil de réservation. C'est assez simple. Aux États-Unis, les restaurants, il y a 200 couverts, il y a une clientèle qui vient à des heures assez séparées. Un restaurant à Paris, il y a 30 places et tout le monde veut arriver à 20h30. Donc il y a un moment où ça bloque et là, il a fallu mettre en place l'outil de réservation. Il a fallu beaucoup éduquer les professionnels en leur donnant du contenu, en leur donnant des explications, en partageant énormément de réussites. Ça, c'est quelque chose qu'on a très rapidement fait en France. On est allé filmer les meilleurs partenaires dans chaque domaine pour qu'ils partagent un peu leurs tips ou leurs astuces Groupon pour réussir une très très belle opération. On prend des exemples assez basiques, mais un restaurateur qui, au lieu de mettre le petit panneau réservé sur sa table, mettait le panneau VIP pour tous les gens qui venaient avec un bon Groupon. Le client Groupon est rassuré, ils sont extrêmement bien accueillis. Le serveur va faire un petit effort pour encore mieux accueillir ce client VIP et ça va fonctionner, ça va créer des opérations qui fonctionnent très bien. Ok, mais ça on parle de la restauration classique. Si j'ai bien compris, vous avez aussi en fait des restaurants étoilés. Comment on les gère eux? Parce que c'est quand même très particulier, non? On les gère comme tous les autres restaurants. Il faut juste, ça prend un peu plus de temps de rencontrer Guy Savoy plutôt que d'aller voir un restaurant dans le centre de Paris. Mais rapidement, on allait les voir, on leur a parlé et on a eu de la chance parce que c'est des très bons professionnels du marketing, de l'image. C'est des gens qui connaissent parfaitement leurs coûts, qui connaissent parfaitement leur structure et eux nous ont permis d'accélérer encore plus vite dans la restauration. Eux, ils ont dit un outil de réservation, c'est obligatoire pour nous. Avoir un calcul très précis du nombre de coupons qu'on va mettre en place, un calcul très précis des prix. Ils nous ont beaucoup aidé à développer ce qu'on appelle nous un calculateur de rentabilité. C'est un outil qu'on a mis en place pour les professionnels. On va prendre plein d'éléments, leurs coûts fixes, leurs coûts variables, le nombre de couverts dont ils disposent ou le nombre de coiffeurs qu'il y a dans un salon et on va calculer l'opération Groupon. On va appliquer la réduction, on va calculer un taux de fidélisation assez bas, un taux de commandes supplémentaires et on va permettre d'avoir une opération et leur montrer que l'opération est rentable. Ça, c'était un des premiers points. Et les premiers deals avec des chefs étoilés, on y va un peu quand on a sorti le deal avec Guy Savoy. Et finalement, il a répondu quelque chose d'assez simple. Il a dit c'est un peu comme quand j'ai ouvert mon premier bistrot, j'ai ouvert ma cuisine à un plus grand nombre. Et bien simplement, il a ouvert son restaurant 3 étoiles à un nombre un peu plus large, à une clientèle plus jeune, en allant les chercher sur Internet. Il a fait découvrir son restaurant. Je ne sais pas si tout le monde connaît Guy Savoy, mais voilà, c'était pour pas mal de clients la première fois chez Guy Savoy, la première fois chez un étoilé. Et techniquement, il est très content. Il a amélioré son taux de remplissage et simplement, il a communiqué sur une offre auprès d'un public très ciblé à Paris ou en province pour faire venir dans son établissement. D'accord. Et du moins, si demain, en fait, j'ai un problème avec un des coupons, c'est le restaurateur que je vais voir, le coiffeur ou c'est Groupon en fait qui gère ça? Alors, naturellement, les clients viennent voir Groupon. Ils ont acheté le coupon sur Groupon. Et ça, c'était une des grandes découvertes aussi du modèle, c'est que quand on a 10, 20 partenaires, ça va. Quand on en diffuse 4 nouveaux par jour, qu'on en a plusieurs milliers et qu'on a plusieurs milliers de deals en cours à un même moment, les problèmes, ça arrive. Il y a des dégâts des eaux, il y a des salariés qui sont malades, il y a quelqu'un à l'accueil qui va manquer. Pour l'hélicoptère, il y a des problèmes de météo. Quand il pleut, quand il y a un orage, on ne va pas faire un tour en hélico. Et si on appelle Groupon pour dire que c'est scandaleux et que c'est pas normal, nous, il faut qu'on ait l'info. Donc ça, on a amélioré tout le circuit d'échange et d'information avec nos professionnels pour les aider à répondre, parce qu'ils n'ont pas tout le temps de répondre à tous les clients qui ont acheté un bon. Donc on a partagé un peu notre service client et on est le service client des professionnels avec qui on travaille, en tout cas sur une partie. Et après, on sait aussi passer le relais très rapidement aux professionnels pour qu'ils reprennent la main sur ces clients qui vont devenir ces futurs nouveaux clients. Finalement, votre valeur ajoutée est l'attraction de nouveaux clients, l'optimisation des frais fixes,
en remplissant en fait les périodes creuses. C'est bien résumé. Et en plus, en proposant un vrai boost de communication, ça va très vite. Un des effets d'une opération Groupon, c'est aussi le trafic sur le site web. Il y a naturellement les clients qui vont acheter le coupon, mais il y a tout simplement tous ceux qui vont le voir, il y a tous ceux qui vont aller voir le site, il y a tous ceux qui vont se renseigner, et il y a tous ceux qui vont juste le retenir et dire tiens, j'ai vu ça passer sur Groupon, et quand ils repassent sur d'autres canaux, et ben, ils vont se dire pourquoi pas, et pourquoi pas y aller. Donc le modèle entre celui qui a été importé en fait des États-Unis et celui qui vit aujourd'hui en fait en France a réellement évolué, il a vraiment bougé. On a beaucoup évolué, on a évolué énormément à cause du mobile, ça c'est une des clés. Aujourd'hui 50% de l'activité de Groupon se passe sur mobile, donc ça change le comportement des utilisateurs. Ça nous a aidés puisqu'ils ont appris à utiliser leurs coupons depuis un mobile sans l'imprimer, à réserver depuis leur mobile, donc c'est des effets extrêmement positifs. Les clients ont aussi appris à canaliser un peu leur consommation de coupons, c'est-à-dire qu'ils vont l'acheter sur mobile quand ils sont en déplacement et en profiter le soir même ou quelques jours après. On a une vraie maturité du marché et on est passé d'un vente d'achat groupé, nous on ne parle plus d'achat groupé depuis longtemps, mais de vente événementielle. On s'est simplement rapproché d'un modèle que connaît très bien Vente Privée. Nous, on l'a développé dans le marché local, eux dans le produit. Aujourd'hui, ils viennent vers le marché local et on va vers le produit. Donc, on est simplement un très bel outil de communication qui va générer des ventes. Merci Paul. Nous venons de voir en fait deux acteurs du B2C, mais il faut savoir que dans le monde du B2B aussi est touché par le phénomène de l'ubérisation. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir Marie-Laure Leclerc de Souza, de chez Jones Lang LaSalle, je ne me trompe pas, JLL, le leader mondial en fait du conseil immobilier d'entreprise, avec 58 000 collaborateurs dans le monde. C'est ça, hein ? Tout à fait. Je ne me trompe pas dans les chiffres. Non, c'est bien ça. Énorme. Vous êtes présent en fait dans 80 pays, dont la France. En France, 580 collaborateurs, c'est ça ? Tout à fait. Et depuis 30 ans. Exactement. Ok. Marie-Laure, vous avez fait en fait votre carrière. Aujourd'hui, vous êtes donc au comité de direction et directrice du département Agence France. Vous avez mené la transformation du business digital de la société pour confirmer la position de JLL comme entreprise innovante. Comment on fait pour passer en fait d'un business, je dirais entre guillemets, qui est classique à la digitalisation Alors vous avez donné les premiers indices. Comme vous l'avez dit, nous étions Jones Lang LaSalle et la première chose que nous avons faite, c'est que malgré nos 58 000 collaborateurs et le fait d'avoir une grande maison et une grande société, nous avons commencé par digitaliser notre nom. Nous sommes donc devenus JLL, puisque Jones Lang LaSalle, j'amène toute personne de la salle à l'écrire correctement sur le web, c'était compliqué. Donc on a commencé notre digitalisation par le changement de notre marque et surtout l'adaptation à nos clients. Nos clients ont besoin de l'information 24 heures sur 24, ont besoin de l'information en permanence parce qu'un projet d'entreprise, ça passe par l'immobilier d'entreprise et on ne pouvait plus se limiter à avoir uniquement nos bureaux ouverts du lundi au vendredi et donner uniquement ces informations à nos clients. Donc ça a commencé par vouloir justement donner l'information au plus grand nombre, disponible en permanence, avec une volonté aussi d'améliorer la qualité. Ce que j'entends de la part de mes partenaires aujourd'hui sur scène, c'est vraiment l'expérience client et la volonté d'aller vers le meilleur. On voit les taxis qui sont maintenant tous propres grâce à Uber ou presque. L'information en immobilier a toujours été considérée parfois comme assez opaque. La première transformation a été d'être le plus transparent possible et d'aller vers la qualité pour donner les informations les plus correctes à nos clients. Et comment on forme son personnel ? Parce que je veux dire, c'est une vraie rupture quelque part entre le monde classique en fait de l'immobilier et la digitalisation. Il y a dû y avoir une révolution en interne. Alors la révolution a été vraiment le plus gros challenge que nous avons eu à gérer. Finalement, passer sur le web, mettre en ligne nos produits, informer nos clients qu'il fallait justement avoir les plus jolies photos, les plus gros plans, ça n'a pas été le plus compliqué. Ce qui a été le plus compliqué, c'est d'indiquer à nos collaborateurs commerciaux qui étaient aujourd'hui habitués à des relations, à un réseau intuitu personae, à avoir leur carnet d'adresse, à vouloir justement communiquer l'information au plus grand nombre en n'ayant pas peur de la concurrence. Aujourd'hui, effectivement, dans une activité traditionnelle telle que la nôtre, nos informations sont vraiment la base de notre métier et notre trésor. La communiquer au plus grand nombre a été déjà le premier challenge. Indiquer que c'était possible. Indiquer que justement, plus nous étions dans la qualité, plus nous allions éviter, entre guillemets, la désintermédiation qui s'est appliquée à l'habitation
Tout le monde, évidemment, a vu la fermeture d'un certain nombre d'agences immobilières dans vos quartiers. Ça aurait pu être dramatique aussi pour nous, même en B2B, d'avoir justement une biérisation complète de nos métiers. On n'y échappera pas. Maintenant, nous avons essayé justement de transformer ça par la qualité et la transformation par notre lead management. Nous étions habitués à prendre notre temps pour rappeler nos clients, ce n'est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, effectivement, on a réduit considérablement notre temps de réponse auprès de nos clients et la réponse, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, mais aujourd'hui, elle est apportée dans un délai, nous l'espérons, de 2 heures et non plus de quelques heures comme auparavant. Donc, il a fallu digitaliser le process de lead management. D'accord. L'Institut Etisphère, en fait, dit que la société JLL fait partie des sociétés les plus éthiques. Comment cela se traduit chez JLL exactement ? Alors, l'éthique, c'est un grand mot. Effectivement, nous sommes une société anglo-saxonne, donc autant basée pour la partie juridique en Angleterre que pour la partie financière à Chicago. Donc, nous avions l'obligation, entre guillemets, d'être au niveau de nos partenaires, au niveau du monde entier. Effectivement, l'éthique chez JLL, c'est la communication sur les bonnes informations, c'est la certitude de la provenance des fonds de nos différents clients, mais c'est aussi en interne la prise en compte du bien-être de nos salariés, ce que nous essayons aussi de communiquer auprès de nos clients, c'est la parité, c'est l'ouverture vers la formation, vers les transformations de carrière, et donc l'éthique est fortement gérée par des Sarbanes-Oxley que vous devez tous connaître pour ceux qui ont des liens anglo-saxons, mais effectivement nous essayons d'être le plus éthique et le plus droit dans nos démarches. D'accord. Aujourd'hui, le client, en fait, quand il vient sur le site de JLL, il a quoi exactement comme information que vous devriez, du moins, vous venez en complément en fait derrière, mais on lui donne entre guillemets une grosse partie le travail est presque pré-mâché, non ? D'abord, il faut nous trouver. Ça a été notre premier challenge, donc vraiment avoir là une transformation digitale de nos process métiers, donc de donner effectivement des informations très précises. Après, le client va trouver des plans, va trouver des photos, va trouver des vidéos, va trouver des calculateurs de surface pour définir la bonne surface nécessaire à son entreprise, va trouver des outils permettant aussi de présenter à ses collaborateurs les différentes offres, de pouvoir les transférer avec un niveau d'information différent si vous transférez votre information à un directeur financier ou à un représentant du personnel. Donc le client va pouvoir trouver la première base de choix et la première base de tri. Et effectivement, ça nous a particulièrement marqué. Pour vous donner des idées, une société qui cherche 200 mètres carrés sur Paris va en général mettre 4 à 6 mois pour aller de la première consultation d'une information jusqu'à la signature d'un bail. La digitalisation nous a apporté un raccourcissement de ce délai de transformation de l'acte immobilier parce que le client va s'informer tout seul. Le client va butiner de site en site, le client va aller chercher justement toutes les informations nécessaires et aujourd'hui une transformation d'un client qui s'est intéressé à l'immobilier par le digital met plutôt 2 mois et 3 jours que 4 mois ou 6 mois. Donc ça a été une vraie découverte pour nous. Le client s'est auto-formé. Donc à nous d'être à la hauteur, à nous de lui apporter de la valeur ajoutée sur les informations pour qu'il puisse prendre ses décisions le plus rapidement possible. Et en interne, quels sont les outils que vous avez pu mettre en place en fait justement pour faire passer cette information et pour pouvoir effectivement garder le client le plus possible ? Alors, nous avons un CRM qui a dû, de ce fait, être particulièrement performant. Il a fallu indiquer aux commerciaux que ce n'est pas une punition d'intégrer des datas dans la base. Ça a été aussi un gros challenge, puisqu'effectivement, communiquer l'information au plus grand nombre, même en interne, c'est compliqué. Donc, effectivement, nous avons mis en place des outils leur permettant de voir que c'était une valeur ajoutée pour leur travail, qu'ils pouvaient gagner du temps. Donc, ça passe par un CRM, ça passe aussi par des outils de tracking, justement, pour que nous ayons la certitude que tout client soit rappelé, tout client aille jusqu'au bout de son process. Et donc nous avons énormément digitalisé notre façon de travailler pour justement pouvoir intégrer le maximum d'informations le plus vite possible, de faire du recoupement d'informations. Un propriétaire qui aujourd'hui nous confierait une offre sur notre site, en quelques heures a un mailing de géolocalisé qui partira sur son offre vers tous les clients de proximité. Ça n'existait pas dans nos métiers. Effectivement, nous étions un peu des dinosaures et l'immobilier d'habitation nous avait fortement boosté, mais il a fallu transformer un métier plus traditionnel. D'accord, merci Marie-Laure. Donc après avoir vu 3 plateformes et le secret de leur succès, passons maintenant au côté métier traditionnel avec Louis-Alexandre Tachon, qui est un autodidacte à la base, qui a créé des sites web autour de l'optique,
qui a fait une belle aventure extraordinaire et en 2013 en fait qui a revendu. Il a passé une année en fait à la foire fouille et aujourd'hui, chez Nicolas, comment ça se passe la digitalisation? Parce qu'on est quand même avec notre caviste du coin, on le connaît tous, mais derrière, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment on met en place en fait cette politique? Alors, on est au balbutiement de la digitalisation chez Nicolas, puisque c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à naître. Et puis, l'objectif principal de ma venue dans l'entreprise, c'est de mettre en place ce projet qui est assez important, puisqu'on va digitaliser toutes nos forces, c'est-à-dire les achats, les cavistes, éventuellement les partenaires, certains services comme le marketing, comme le web évidemment, comme le laboratoire, puisqu'on a un laboratoire où on teste tous les produits. Donc la partie visible de l'iceberg, ça va être le site web, puisqu'on va en profiter pour vous proposer une nouvelle expérience d'ici 3 semaines. Mais la partie qui est la partie souvent la plus importante de l'iceberg, c'est vraiment tout ce qui se passe du côté back-office et du côté workflow. On a des back-office qui vont être utilisés par plus de 2000 personnes dans les prochains jours. Donc c'est vraiment refondre toute la chaîne pour optimiser des processus. J'entends parler de clients, j'entends parler d'expérience. On a envie de mettre ça, nous, à l'intérieur de l'entreprise parce que, justement, si demain, il y a une anomalie avec un client, on veut vraiment que les bons services soient informés et que le cycle de décision soit très court. Donc ça prend un peu de temps, mais... C'est quoi les fondamentaux? C'est quoi? C'est l'offre? C'est la formation en fait du personnel? Par où on commence au final? On commence déjà par le structurer de la donnée. Aujourd'hui, chez Nicolas, on est une entreprise qui est un petit peu ancienne. Et finalement, on a grandi un petit peu sans se structurer. Donc là, on est surtout dans une phase de 5 ans où on va vraiment se structurer, c'est-à-dire on va restructurer de la donnée dans un premier temps. C'est-à-dire on va mettre des produits au cœur de tout ça, mettre des clients au cœur de tout ça, faire en sorte qu'il y ait des bases communes. Et après, on va pousser la donnée et mettre en place toute l'organisation nécessaire justement pour pouvoir faire face à tout plein de cas de figure. La clé, c'est quoi exactement? C'est innover, trouver de nouvelles choses ou essayer de peut-être renforcer, je ne sais pas, ses acquis, ses points forts? Alors justement, c'était un des grands sujets quand on a commencé ce programme de digitalisation, c'était de savoir si on allait tenter l'aventure de ce qu'on voit sur Internet parmi éventuellement d'autres chaînes de magasins, ou justement capitaliser sur nos points forts. Et moi, j'ai sorti une anecdote en comité de direction, qui est que quand on va faire du tennis et on va chez Bollettieri, si on est fort en coup droit, on va travailler que des coups droits. Par contre, si je vais au tennis club à côté de chez moi, on va me dire t'es très fort en coup droit, on va te faire travailler ton revers. Donc qu'est-ce qui se passe? Évidemment, si je travaille mon revers, je vais savoir bien défendre, je vais être plutôt polyvalent. Par contre, je ne vais jamais gagner de match. Et je leur ai dit, il faut capitaliser sur les points forts. Aujourd'hui, le point fort, c'est le caviste, les produits, capitalisons sur les points forts, essayons de faire en sorte d'avoir des cycles de décision courts, une accessibilité à l'information très très court pour pouvoir être très 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 agile. Aujourd'hui, en fait, l'outil digital chez Nicolas, c'est un outil complémentaire qui permet de rapprocher le caviste du coin finalement avec le client. Quels sont les outils exactement que vous avez mis en place? On a mis en place des back-office qui permettent justement d'avoir de l'information produit beaucoup plus rapide. Le caviste va avoir aujourd'hui un vin chez Nicolas, c'est 200 critères, c'est des attributs. Et aujourd'hui, le caviste va pouvoir vous proposer justement plein d'informations sur les vins, puisque comme je le disais en introduction, on a un laboratoire, on teste tous les produits et vous allez vraiment avoir beaucoup plus d'informations que ailleurs. Ok. Comment le client, il a toujours été fidèle. Est-ce que ça renforce finalement en fait sa fidélité quelque part? On a un bon taux de fidélité chez Nicolas. On ne perd pas beaucoup de clients. Donc ça, c'est plutôt assez positif. On n'a pas eu besoin de la digitalisation pour avoir un fort taux de fidélité. En revanche, je pense que pour séduire une nouvelle clientèle et majoritairement plus jeune, on a besoin de cette digitalisation parce que voilà, les cycles sont plus courts,
Aujourd'hui, on n'est pas content, on peut tout de suite aller sur les réseaux sociaux se plaindre. Aujourd'hui, on va être capable de traiter l'anomalie et on le sait tous, un client insatisfait qui trouve une solution à son problème est souvent un client majoritairement plus fidèle qu'un autre. Donc c'est assez étonnant. Fort de cette donnée, on essaye de vraiment être très 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 pertinent sur ces points-là. Et on parle finalement beaucoup des clients puisque c'est vraiment notre intérêt. Et puis on est des gens gourmands, donc forcément les clients on aime bien partager avec eux. Donc on adore les clients, ce sont presque des amis. Ok. Parlez-nous un petit peu de votre actualité. Dans 15 jours, vous sortez votre offre digitale complète. Vous pouvez nous en parler un petit peu en exclusivité là ce soir, du moins ce matin, pardon, excusez-moi. On va sortir tout un projet digital par étapes. C'est-à-dire dans un premier temps, ce qui va être visible, c'est un nouveau site web avec évidemment une nouvelle expérience. Vous allez avoir des produits qui vont être complètement revisités. Aujourd'hui, le site web, on n'en parle pas trop. C'est resté un petit peu le côté... c'est devenu un service à côté du marketing, on ne savait pas trop le mettre. Et finalement, le site web, le web, on l'a vraiment mis au cœur de l'entreprise parce qu'on s'est rendu compte que, hormis les capacités web, on avait des capacités autres qui étaient digitalisées, c'est-à-dire de pousser des back-office, pousser de l'information, traiter de la donnée. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, avec des compétences internes, on pouvait faire des super chantiers. Évidemment, on se concentre beaucoup avec l'informatique pour pouvoir traiter et mettre en place tous ces projets, mais vraiment on a envie de capitaliser sur le web. Et dans un deuxième temps, l'année prochaine, on va vous proposer de la e-réservation et de la livraison en 3 heures pour 3 euros directement via le site web. Et ça, c'est un service qu'on a déjà déployé sur 302 magasins. On a 495 magasins. Aujourd'hui, si vous allez chez votre caviste, vous pouvez vous faire livrer dans une zone assez proche pour 3 heures, pour 3 euros. Et c'est vraiment c'est des services qu'on va proposer de plus en plus innovants, essayer d'avoir des cycles courts. On va essayer on va vous surprendre. Communication en fait avec le caviste par internet, possibilité demain, après-demain, non? Alors aujourd'hui, on n'a pas envie d'aller directement sur son caviste. Généralement, on retraite pour tout ce qui est du service client au siège. Mais on ne planque pas l'information. Souvent, quand on a une petite anomalie ou quand on a besoin de conseils, on va naturellement chez son caviste de proximité. Nous, on est vraiment au cœur des villes. Donc, ce qu'on veut vraiment pousser, c'est vraiment que les gens aillent en magasin. L'expérience, c'est vraiment, on capitalise beaucoup sur le conseil. C'est vraiment la forte valeur ajoutée de Nicolas. Donc on pousse vraiment sur le magasin. Donc vous avez vraiment focalisé votre attention, petit 1 sur le client, secondo sur la formation en fait de vos cavistes et le fait qu'on puisse transmettre un savoir à un caviste et récupérer en fait de l'information au travers en fait de votre back office au final. Voilà, c'est peut-être la clé de la réussite au final. Alors on ne connaît pas vraiment la clé de la réussite, mais en tous les cas, pour notre cas, ce qui est sûr, c'est ce que je peux vous dire, c'est qu'on a lancé donc évidemment une plateforme de e-learning pour augmenter la quantité d'informations et la qualité de l'information pour les cavistes et qui a un taux de participation qui est vraiment, un taux d'usage qui est vraiment très fort. Donc on voit qu'il y a un vrai intérêt. On ne va pas se leurrer, nos cavistes sont de plus en plus jeunes, donc évidemment, on va être de plus en plus adeptes à tous ces outils informatiques. Donc ça nous aide beaucoup pour digitaliser l'entreprise et on a vraiment une direction qui a changé en 2011 qui est vraiment très dynamique et qui y croit beaucoup. Donc ça c'est vraiment positif et tous les retours et les tests terrain qu'on a pu faire sont vraiment aujourd'hui très positifs. Et demain, après-demain, est-ce que j'aurai en fait mon caviste Nicolas dans la poche? C'est-à-dire est-ce qu'il y a un programme smartphone en fait qui est Nous on n'y croit pas trop à ça. Nous ce qu'on veut c'est vraiment pousser les gens dans les magasins. Nouer une relation sur l'humain, on veut vraiment capitaliser sur l'humain. Donc effectivement, on va vous amener toutes les informations et tous les services que l'on peut sur le digital, mais vraiment on veut recentrer sur le magasin. Aujourd'hui, faire du chiffre d'affaires sur Internet, on n'est pas contre, mais en revanche, on veut le faire dans des zones où on n'est pas très présent. On ne veut pas du tout aller sur le terrain des magasins, on a beaucoup plus intérêt à vous proposer une bonne expérience magasin, ce sera toujours beaucoup plus sympa. Mais on adore le digital, évidemment,
Mais vraiment, l'expérience magasin, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est de la gourmandise, il faut vraiment partager, quoi. Merci Louis-Alexandre. Enfin, des exemples les plus emblématiques de ces 3 dernières années, une sorte de cas d'école, de la réaction d'un métier traditionnel à l'arrivée d'un nouvel acteur qui casse tous les codes, le groupe Accor. Donc Yacine Hachem, vous êtes avant tout un marketeur, et avant de rejoindre Accor Hotel, vous avez travaillé pour Bouygues Télécom. Vous avez apporté votre expertise dans le domaine des CRM et la gestion de projets en C2C et en B2C et B2B. Pardon. En 2013, vous rejoignez Accor Hotel pour gérer le portefeuille de projets marketing relationnel. Et depuis 2015, en tant que directeur projet e-commerce, vous gérez le programme Mobile First. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, en fait, je vais me retrouver un peu dans tout ce qu'ont dit mes partenaires. En 2014, le groupe Accor a effectué un virage stratégique, digital et managérial pour accélérer la transformation digitale et redonner les lettres de noblesse à notre métier qui est l'hôtellerie. Et en fait, on a une obsession dans le groupe et c'était un de mes rapports d'étonnement quand j'ai rejoint le groupe parce que c'est présent à tous les niveaux. C'est la satisfaction du client final, donc que ce soit un client B2C ou B2B, et la satisfaction de nos partenaires, les hôtels. Et donc, fort de notre... alors, je ne sais pas si les gens le savent, mais Accor Hotel, c'est le premier opérateur mondial dans l'industrie hôtelière. Et qu'est-ce que ça veut dire être le premier opérateur mondial ? Ça veut dire qu'on est le groupe qui a le plus d'hôtels managés par des salariés Accor. Et ça, c'est une force, puisque du coup, on est capable d'apporter donc à notre industrie le fait d'être présent sur l'ensemble du parcours client, donc 360, depuis la phase de je rêve d'une chambre d'hôtel jusqu'à la réservation en passant pour la revisite avec le programme de fidélité par exemple, et le fait de pouvoir mettre l'humain au cœur de l'expérience digitale, puisque ce que ne peuvent pas faire les agences de voyage en ligne, c'est que nous on maîtrise aussi l'expérience à l'hôtel. Et donc du coup, on va être capable d'apporter des services aux clients avant, pendant et après le séjour que nous serons les seuls, en tant que chaîne hôtelière, à apporter et où les agences de voyage traditionnelles, qui sont purement sur la distribution digitale, ne peuvent pas se positionner. Et donc comment on fait ça ? Ça passe par un plan digital. Donc Accor Hotel a investi 225 millions d'euros sur 5 ans, donc entre 2014 et 2018. Et ça se matérialise effectivement par 8 programmes. Donc il y a 4 programmes qui sont orientés clients, un programme qui est à destination de nos partenaires les hôteliers, un programme qui vise à améliorer l'exploitation de la data, parce que c'est clé pour pouvoir fournir les moyens à nos hôtels de délivrer une expérience satisfaisante et la plus sublime possible pour les clients, et pour nous d'exploiter ces données afin de personnaliser les offres et de fidéliser davantage nos clients. Et il y a un programme qui vise à améliorer le socle technique, donc des solutions pour nos hôtels et des solutions pour nos employés. Et un dernier programme qui est à destination de nos collaborateurs pour accompagner la transformation digitale du groupe. Ça passe par exemple pour les collaborateurs par la mise en place d'un intranet, la mise en place la distribution de tablettes dans nos hôtels pour que les collaborateurs puissent être plus dans une discussion avec le client. Et du coup, je vais vous donner quelques exemples de réalisation du programme, donc du plan digital. Si on prend par exemple le programme Mobile First dont je m'occupe, l'une des concrétisations de ce programme, c'est le fait d'avoir une application unique, Accor Hotel, qui va permettre aux clients d'avoir l'ensemble des informations sur les services qu'il y a à l'hôtel, avoir des services qui vont lui proposer de se rendre à l'hôtel, par exemple en commandant un Uber, et de réserver en amont de son voyage un restaurant, le spa, ou d'interagir avec l'hôtelier. Et du coup, la force qu'on a, c'est que cette application-là, elle nous permet d'être au contact avec le client, et le mobile prend une place déterminante dans
l'expérience digitale, et nos clients ils sont tous maintenant équipés de smartphones et toujours en mobilité puisqu'on est quand même dans le secteur du voyage, donc le principe du voyage c'est de bouger et du coup c'est le meilleur outil pour le faire. Et encore une fois, ce sont des services uniques qu'une agence de voyage ne peut pas proposer. Et un autre exemple que je peux vous donner, c'est le fait que aujourd'hui, quand vous faites une réservation dans un hôtel chez Accor, vous pouvez faire votre check-in en ligne, ce qui fait que quand vous allez arriver à l'hôtel, vous n'allez pas devoir avoir à remplir les démarches administratives qu'on vous demande généralement, c'est-à-dire votre carte d'identité, si vous êtes à l'étranger, la fiche pour le gouvernement. Et en fait, on va être plutôt comme je vous le disais, le fait de repositionner l'humain au cœur de l'expérience. Vous allez arriver, vous allez récupérer votre clé, et en fait, le collaborateur va vous dire est-ce que vous avez besoin d'informations sur ce qu'on peut faire dans la ville, est-ce que vous avez besoin que je vous explique ce que vous pouvez faire dans l'hôtel, vous voulez peut-être un restaurant ce soir, etc. Et donc du coup, on va repositionner le collaborateur sur sa valeur ajoutée, qui va être l'expérience client, et être à sa disposition. Et puis si vous êtes un voyageur qui ne veut pas interagir avec nos collaborateurs parce que vous êtes fatigué, vous avez juste à récupérer votre clé et aller dans votre chambre. Et quand vous voulez partir, vous avez juste à mettre votre clé dans une urne et vous partez. Et du coup, la digitalisation se fait bien, mais pas pour déshumaniser la relation, mais bien pour renforcer davantage l'humaniser et focaliser nos efforts et notre valeur ajoutée sur l'expérience client qui va être finalement la clé de notre repositionnement par rapport aux agences de voyage et dans la fidélisation du client. Et donc du coup, je fais le lien avec la fidélisation. On a aujourd'hui 45 millions de clients dans notre base de données et plus de 23 millions qui sont membres de notre programme de fidélité, le Club Accor Hotel. Quand vous êtes membre du programme de fidélité, le Club Accor Hotel, tout le monde peut y adhérer, c'est gratuit, donc je vous invite à le faire. Et ça vous donne en plus des avantages que nous sommes les seuls à pouvoir vous proposer. Par exemple, vous avez peut-être entendu, mais on a fait une action contre Booking en début d'année non pas parce qu'on ne veut plus travailler avec Booking, c'est pas ça, c'est juste qu'il faut que les règles du jeu soient plus justes et que du coup le rapport de force soit équilibré. Et du coup en juillet on a eu gain de cause et ça nous permet par exemple de faire des offres uniques à destination de nos clients, donc membres du programme de fidélité. Et donc depuis septembre, si vous êtes membre du programme de fidélité, pour tous les clients de toute façon, même si vous n'êtes pas membre du programme de fidélité, on vous garantit le meilleur prix. Donc ça, les gens ont l'illusion que parfois les agences de voyage en ligne proposent le meilleur prix, ce qui n'est pas le cas, puisque du coup, avec la parité tarifaire, les prix que vous avez sur ces agences de voyage en ligne, vous les aviez aussi sur les chaînes hôtelières. Et maintenant, vous avez encore davantage de raisons de venir directement sur le site accorhotel.com pour réserver, puisque non seulement vous avez le meilleur prix garanti, mais en plus, si vous êtes membre du programme de fidélité, vous avez jusqu'à 10% de réduction en plus par rapport au prix que vous pouvez retrouver ailleurs. Mais vous êtes toujours chez Booking, non ? Oui, tout à fait. Il reste un partenaire. Tout à fait. Alors le but n'est pas, encore une fois, c'était notre action. Alors ça, c'est souvent ce que vous voyez dans la presse, c'est on se bat contre. C'est pas qu'on se bat contre, c'est qu'en fait, on veut des règles du jeu qui soient gagnantes. Et en fait, on fait ce que malheureusement les hôtels indépendants n'ont pas la possibilité de faire, puisque par rapport à la taille de notre groupe, nous avons les moyens de parler avec ces acteurs-là et donc de faire en sorte que les conditions de partenariat soient plus justes et que du coup on évite des clauses abusives. Je vais vous donner un exemple. C'est que vous ne pouviez pas, vous gardez des chambres que vous souhaitiez proposer uniquement sur votre site. Toute chambre qui était proposée sur votre site devait être proposée aussi sur l'agence de voyage en ligne. Vous ne pouviez pas avoir une politique tarifaire différenciante à la destination de vos clients fidélisés. Donc voilà, c'est quelques exemples. Vous étiez obligé d'avoir le même prix chez Booking que chez les autres compagnies d'agences de voyage en ligne ou que sur votre propre site. Maintenant, vous êtes capable d'avoir des prix différenciés ailleurs que chez Booking, chez ses concurrents, par exemple Expedia. Et ce qui se passe, en fait, si vous voulez, dans notre secteur, c'est que finalement, maintenant, vous avez un duopole. Vous avez Priceline, dont
le fleuron est Booking.com, et vous avez Expedia, qui est le deuxième acteur majeur, et ces acteurs-là se sont concentrés, et finalement, on a affaire à un duopole qui, au gré du temps, a imposé des conditions qui étaient de moins en moins justes, et qui ont fait que certains hôtels indépendants ont dû fermer, puisque du coup, ils n'avaient plus les moyens de faire des marges qui leur permettaient de survivre. Donc nous encore, ces acteurs-là ne sont pas pour nous des ennemis, ou bien au contraire, c'est des partenaires. Et ce qu'on essaye de faire, tout simplement, c'est de faire en sorte qu'on focalise ces partenaires-là sur leur valeur ajoutée pour nous. Ce sont des acteurs, il n'y a pas de déni chez nous, qui sont formidables dans la distribution digitale, et on a autant appris d'eux qu'ils ont appris de nous, je pense. Et du coup, ce qu'on vise à faire, c'est que ces clients-là qui nous apportent, enfin ces partenaires-là qui nous apportent une clientèle qu'on n'aurait jamais eue tout seul, en fait, c'est notre travail après de fidéliser ces clients-là et de faire en sorte que, parce qu'on a délivré la meilleure expérience possible, parce qu'on est tout le temps pertinent avec eux, avec nos clients, et qu'on leur offre des services exclusifs qu'ils ne peuvent pas avoir ailleurs, et en plus le meilleur prix, font qu'au prochain coup, c'est nous qui vont choisir pour réserver et avoir la meilleure expérience possible. Donc c'est un peu ça la démarche. La démarche, c'est de dire, on focalise nos partenaires sur leur valeur ajoutée pour nous, et après, si on fait bien notre travail, les clients, de toute façon, vont revenir chez nous parce qu'on a des marques fortes, parce que pour chacune des marques, on a une expérience qui est unique sur notre secteur, qu'on a des services exclusifs à très forte valeur ajoutée pour les clients, et qu'on a le meilleur prix garanti, voire le meilleur tarif si on est membre du programme de fidélité. Et comment, enfin, des exemples que je peux vous donner pour vous montrer à quel point on est dans cette démarche-là d'améliorer le service vis-à-vis de nos clients et de leur de leur proposer les meilleures offres, c'est que l'une des dernières choses qu'on a faites, c'est le lancement de la place de marché. On a ouvert notre portail accorhotel.com aux hôtels indépendants. Pourquoi on fait ça ? C'est que, déjà, Accor Hotel est présent dans 92 pays et on a près de 4000 hôtels réservables en ligne. Et en fait, on est très présent en Europe, très présent en Asie, et puis il y a certaines régions du monde où, sur des villes clés, des destinations, on a un nombre d'hôtels par ville qui n'est pas toujours suffisant, puisque en fait, quand le client va se présenter, il peut essayer de réserver. Et en fait, comme on n'a pas beaucoup d'hôtels sur des périodes de temps qui sont très demandées, on n'aura pas forcément le loisir de répondre aux besoins. Et en fait, comment on répond à ça ? C'est qu'en ouvrant notre place de marché, enfin notre portail accorhotel.com aux hôtels indépendants, il y a des avantages pour eux et des avantages pour nous. L'avantage pour nous, c'est qu'en fait, on a des critères. Le premier critère est géographique. Encore une fois, on est il faut que ce soit complémentaire à l'offre Accor Hotel. Il y a des critères qui vont être sur en fait, le niveau de gamme. Et enfin, un critère qui va être sur la note TripAdvisor pour réconforter le client sur le fait que l'hôtel est de qualité et qu'il a été sélectionné dans ce sens-là. Et enfin, il y a une visite d'un hôtelier, donc de nos collaborateurs, qui vont s'assurer que les informations qui ont été transmises par l'hôtel indépendant sont correctes. Et du coup, c'est l'ensemble de ces critères-là qui fait que vous êtes éligible à notre place de marché. Donc finalement, vous faites le booking de là où vous n'êtes pas présent, quelque part. On n'a pas vocation à devenir une agence de voyage en ligne. En gros, encore une fois, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'en fait, on a fait des études clients et surtout à destination de nos membres du programme de fidélité. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, l'une des choses qui est... alors, c'est formidable, Booking, Expedia, mais par contre, c'est plutôt de l'hyper-choix. C'est-à-dire qu'il y a certaines destinations où en fait, si on reprend quelques verbatim clients, c'est j'ai peur d'avoir loupé un hôtel puisque je me suis arrêté à la page 18 et il y en avait 50 autres. Du coup, face à l'hyper-choix, nous on propose le meilleur choix. Du coup, et encore une fois, on est la seule chaîne hôtelière mondiale à couvrir l'économique au luxe. Donc avec des marques que vous pouvez connaître comme Ibis, donc de Ibis à Sofitel, en passant par des marques mid-scale comme Novotel. Et donc du coup, on a une couverture de gamme qui est complète. Et ce qu'on vise à faire, c'est d'accueillir sur notre place de marché des hôtels indépendants. L'avantage pour eux, c'est qu'ils ont des conditions tarifaires qui sont beaucoup plus avantageuses
que ce qu'ils peuvent avoir chez Booking ou Expedia, par exemple. C'est qu'à la différence de ces acteurs-là, nous, on transmet la donnée client à l'hôtel. Et il y a pour eux le fait de pouvoir améliorer leur marge, puisque du coup, on a la force de notre portail, c'est qu'on a une réservation toutes les 2 secondes qui est faite en ligne. On a 141 millions de visiteurs qui sont venus sur 2014 uniquement sur le site accorhotel.com. On a plein d'autres sites. Et on a sur l'application mobile 4 millions de téléchargements de notre application depuis qu'on l'a lancée. Une très belle expérience, quoi. Donc du coup, on est crédible vis-à-vis de nos partenaires hôtels indépendants. Il y a de la vraie valeur ajoutée pour eux de nous rejoindre, sachant qu'il n'y a que des avantages, aucun inconvénient. Et pour nous, en fait, on est bien dans de la curation, puisque du coup, on va, et en plus, cerise sur le gâteau, c'est qu'ils bénéficient du programme de fidélité Le Club Accor Hotel. Donc, des clients qui choisissent ces hôtels-là peuvent gagner des points, et donc du coup, ça justifie encore plus leur retour sur notre site de réservation et les avantages qu'ils peuvent avoir à l'hôtel ou ailleurs. Merci Yacine. Donc, on va conclure en fait là-dessus. L'idée, c'est vraiment se tourner vers le client, c'est avoir une offre en fait 360, que ce soit en fait partout. C'est avoir les bons partenaires. Maintenant, s'il y a des questions en fait dans l'assemblée, elles sont ouvertes. À vous. Des questions ? Bah écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a apporté un certain nombre de réponses. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.